On a d'abord dressé le constat, on a ensuite, dans une deuxième séquence, évoqué les sujets de transformation numérique des territoires sous ces différentes dimensions. Mais bon, on n'a pas attendu pour expérimenter et agir avec la data. Ça fait déjà plusieurs années avec encore un anglicisme, des early adopters, et c'est votre cas, Éric Le Gall, à Ici les Moulineaux et à Ici Média. Vous avez expérimenté un certain nombre de projets, un certain nombre d'usages concrets de la donnée. Est-ce que vous pouvez nous en parler? À la fois, c'est sur ces sujets d'expérimentation et puis de passage à l'échelle. Éric Le Gall. Oui, merci. Oui, vous m'avez demandé de venir témoigner de l'expérience d'une petite ville de banlieue qui essaie de travailler sur ce sujet-là depuis plusieurs années. Et par rapport à tout ce que j'ai entendu depuis le début, je voudrais juste rappeler quand même pour tous ceux qui travaillent dans les villes que la révolution numérique, elle se produit par vagues successives. Elles sont de plus en plus rapides. Hein. Là, on vient de parler de la blockchain, mais ça fait à peine 5-6 ans qu'on travaille sur l'open data. On est déjà en train de nous dire qu'il faut vous préparer au big data. Et donc maintenant, on nous dit attention parce que demain, c'est la blockchain. Enfin, clairement, les Google, les GAFAM, etc., ils ont encore de beaux jours devant eux parce qu'ils ont beaucoup plus d'ingénieurs que nous sur le terrain pour travailler. Donc on doit, à mon avis, raisonner par rapport à l'usage. En fait, une fois qu'on a passé toutes les théories sur la transparence, sur ce doux rêve qui faisait imaginer que des startups allaient développer gratuitement des applications grâce aux données qu'on allait libérer, on s'est juste posé la question en disant, finalement, l'open data, ça sert à quoi? Ça sert à quoi pour nous? Ça sert à quoi pour les habitants? Et donc, je vais vous donner trois exemples de la manière dont on a travaillé ici Moulineaux. On a aujourd'hui 166 jeux de données qui sont disponibles sur le portail Open Data de la ville. Hein, c'est data.ici.com pour ceux qui ont envie de s'amuser à regarder des lignes lignes d'Excel ou de code et que ça excite. Très clairement, c'est vraiment pas ça que nos habitants attendent. Si vous allez dans la rue et vous demandez à n'importe quel citoyen se déplaçant, alors, est-ce que votre ville ou votre mairie, elle est dans le big data ou l'open data? Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont vous faire, à mon avis, ils vont vous rigoler au nez, quoi. Eux, ce qu'ils attendent, c'est des services. Le budget, par exemple. Alors, par exemple, premier acte qu'on a fait, mais ça c'est politique, évidemment, le budget. On publie le budget, l'intégralité, sur l'open data. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est passionnant parce que si vous n'êtes pas maire adjoint aux finances ou directeur des finances d'une ville, à mon avis, vous n'y comprenez rien du tout parce que ça reste quand même encore des lignes de tableau Excel. Donc en fait, notre job, c'est de voir comment on peut éditorialiser ces données pour essayer de les traduire en langage courant et de finalement faire notre job, qui est d'informer la population sur à quoi servent vos impôts, qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se produit. Donc on a publié des rapports financiers tous les ans en ligne depuis maintenant plus d'une dizaine d'années et directement reliés avec l'open data depuis 3 ou 4 ans. Et ça permet quoi? Ça permet simplement de donner des chiffres clés à la population, de savoir effectivement qu'elle peut se comparer, par exemple, pour savoir si elle paye plus d'impôts que chez les voisins, ou si la ville est plus endettée que le reste de la région, enfin je ne sais quoi. Enfin bref, tous les chiffres qu'on peut communiquer et valoriser, et ça fonctionne plutôt bien. Deuxième exemple que je peux donner, c'est les conseils de quartier. On a un budget participatif à Ici Moulineaux depuis 2002, donc il y a très longtemps déjà, mais ce budget participatif, en fait, il sert au niveau des quartiers à réaliser des travaux de proximité. Donc dans le parc et jardin du coin, dans l'école du coin, l'arbre de la rue ou je ne sais quoi. Très difficile à valoriser. Et du coup, là, ce sont les services qui se sont appropriés les données qu'on publiait via le budget dans l'open data pour réussir à représenter, à illustrer les réalisations de ces conseils de quartier chaque année, donc avec des photos, les chiffres clés. Aujourd'hui, je peux vous dire que les gens, enfin ceux qui sont passionnés, savent exactement combien a coûté la réfection du square à côté de chez eux, parce qu'ils ont trouvé sur le portail très facilement cette information-là. Et puis le troisième exemple, on n'est plus sur le big data cette fois-ci, les parkings. C'est sur les parkings. On parlait un peu de mobilité tout à l'heure. C'est compliqué, vous le savez, la mobilité, peut-être plus en Ile-de-France encore qu'ailleurs, parce qu'il y a tellement de gens compétents que finalement plus personne ne décide, et donc tout le monde galère. Et une des actions sur lesquelles la commune peut agir, c'est le parking, parce qu'on le sait peu, mais il y a entre 20 et 30% d'après études de gens qui circulent et qui sont juste en train de chercher une place. Si on pouvait sur leur smartphone, via Waze même, leur dire, mais si vous allez dans cette direction-là, vous allez pouvoir vous garer dans telle rue, allez-y directement, on réduira déjà la circulation et ça permettra de fluidifier tout ça.
Simplement, ces données, comment on les récupère? Donc, soit on les met en voirie avec des capteurs, soit il y a différentes technologies, soit vous demandez aussi aux opérateurs de parking en ouvrage, hein, les Indigo Co, de les communiquer, de les publier. Donc, c'est ce qu'on a fait ici, Muno. Aujourd'hui, vous avez 1 millier de places de parking en voirie et en ouvrage qui sont en open data avec leur disponibilité en temps réel sur notre portail open data d'Issy-les-Moulineaux. C'est-à-dire, ça ne sert à rien. Parce qu'évidemment, l'automobiliste, il ne va pas aller chercher data.si.com lorsqu'il conduit pour savoir quelles sont les places. Donc notre rôle à nous, c'est d'essayer de convaincre les opérateurs de GPS, donc les Waze, les Via Michelin, les Mappy, les que sais-je, qui peuvent venir se servir sur nos portails. Mais évidemment, à l'échelle d'une ville comme ici, Muno, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de changer les algorithmes de logiciels ou d'applications de cette nature juste pour nous. Donc c'est là qu'il faut réfléchir et essayer de raisonner à l'échelle d'une métropole. C'est finalement de dire comment on peut dire à ces acteurs-là, vu le nombre d'automobilistes qu'il y a sur cette agglomération parisienne, vous avez certainement tout intérêt à modifier vos codes parce que vous allez fluidifier et donc du coup les gens vont adopter vos applications. Et si les applications françaises étaient plus rapides que l'américaine, ça serait même encore mieux, parce que du coup, on ferait des pierres deux coups. Et voilà comment nous, on voit notre rôle. Les datas, on essaie de voir comment on peut les collecter, quelle que soit la source, qu'elle soit publique ou privée, de les mettre sur notre portail à nous, parce qu'à la limite, c'est presque une question de souveraineté locale, c'est-à-dire qu'après tout ce qui se passe sur notre territoire, on veut aussi le partager avec les autres, et de dire aux acteurs, venez vous servir pour que vous puissiez rendre les services que les gens sont en droit d'attendre. Et ça s'organise. C'est pas juste, voilà, on met à disposition des données. C'est-à-dire que c'est dans un cadre de coopération. Ça, vous avez mis en place SoMobility, notamment, qui est une démarche de co-expérimentation, d'incubation avec des acteurs économiques, associatifs. Oui, en fait, on essaie d'être très pragmatique. Hein. On a été voir les entreprises du coin, on leur a dit la circulation, ça vous concerne, hein, parce que vos salariés, c'est le temps qu'ils perdent pour venir travailler. Donc mettons-nous autour de la table et essayons de voir comment on peut faire avancer les choses. Alors il se trouve qu'à Essimo, on a quelques acteurs qui sont directement concernés, comme Transdev, comme Bouygues Immobilier, comme Cisco, comme Colas. Puis on a demandé à la Caisse des dépôts de venir avec nous parce que ça nous permettait de ne pas être tout seul face aux géants américains. Et on essaie ensemble de tester des choses et de faire avancer le schmilblick. Mais on voit très bien en fait les limites du système, c'est qu'on reste à l'échelle d'un territoire comme ici les Moulineaux. Et même quand j'en parle ailleurs et que j'essaie de dire, mais moi je veux pas qu'on raisonne, je veux pas par exemple créer une application pour ici les Moulineaux, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'évidemment les automobilistes ils circulent sur l'ensemble de l'agglomération parisienne et pas que sur notre ville. Encore plus sur des sujets de mobilité, c'est évident. Encore plus évident sur mobilité. Et c'est là peut-être que des institutions comme la métropole ont un rôle à jouer parce qu'on est de plus en plus de communes à expérimenter de nouvelles solutions. Mais on expérimente chacun dans notre coin, sans que les résultats soient agrégés quelque part ou même, j'ose même pas dire même suivis quelque part, alors qu'il y a un vrai rôle qui pourrait être tenu par des organisations comme la métropole, c'est de dire effectivement d'inciter les communes à expérimenter des choses, de les inciter financièrement à travailler ensemble, c'est-à-dire qu'à expérimenter pas toutes seules dans le coin, parce que le nombre de fois où j'entends dire ouais mais c'est les moules, vous êtes à l'ouest, vous êtes riches, vous n'êtes pas entreprise, donc on peut pas faire comme vous. Et ben c'est pas grave d'obliger nous à travailler avec Créteil, Nanterre ou Oudan, aucun problème. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait ces expérimentations qui soient remontées de façon à ce qu'on puisse les généraliser et passer à l'échelle, parce que la vraie difficulté elle est là, c'est le passage à l'échelle pour réussir à faire avancer les choses. Vous savez, enfin vous le savez bien, on va dépenser des dizaines de milliards d'euros dans le Grand Paris Express. Ce qui est formidable. Si on pouvait prendre 0,001% de ce budget pour investir dans le numérique, dans ces nouveaux services qui existent, que ce soit au niveau des parkings, au niveau de la multimodalité via les applications, donc du data, eh ben je vous assure qu'on faciliterait aussi la vie quotidienne des habitants de cette région. Peut-être pour alimenter votre réflexion, je voudrais signaler que la métropole de Rennes en fait, est lauréate d'un appel à projet du PIA et elle va contribuer en fait, au service public de la donnée. Elle travaille sur le service public métropolitain de la donnée, donc ça pourrait être intéressant. Alors pour le coup, c'est pas le Grand Paris, c'est la Bretagne, mais ça pourrait être très intéressant que vous échangiez. La région Bretagne va regarder de près ce que fait la métropole. Mais ce que vous dites est vraiment très intéressant. Et le partage, il peut se faire aussi sur des territoires assez éloignés, où les intérêts et les enjeux ne sont pas forcément non plus les mêmes. Donc si je suis bien, ici les Moulineaux a fait un appel à la métropole en disant « aidez-nous à bosser ensemble » et la région Bretagne...
Voilà, donc le président vient de décider, c'est excellent. Et donc la région Bretagne met à service, Rennes Métropole, pardon, son retour d'expérience. Non mais c'est bien, on avance. La politique des petits pas. Est-ce qu'il y a un témoignage, mais ça peut être une start-up aussi qui a collaboré. Voilà, trois mains qui viennent de se lever, on va essayer de prendre les questions, les témoignages. Donc vous monsieur, puis vous, puis après vous. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Prunier, je travaille pour une startup qui s'appelle Intel Technologies, où on gère une plateforme de données pour les acteurs de l'immobilier. Et en fait, du point de vue de la startup, qui travaille avec pas mal d'acteurs publics, des bailleurs, des SEM, etc., ça m'étonne qu'on n'ait pas encore parlé de l'achat et du coup que ça coûte de travailler avec la collectivité, le temps que ça peut prendre de se faire acheter en fait. Excellente question. On a des spécialistes en France du sujet commande publique, comment on joue avec les marchés publics pour justement expérimenter avec les acteurs comme des startups. Merci pour votre question. Eh ben, la commande publique, c'est aussi compliqué pour les acheteurs publics en fait. Même si bon, la réglementation a quand même évolué. Enfin, c'est pas tant qu'elle a évolué, c'est qu'on l'appréhende différemment, puisqu'elle permettait déjà pas mal de choses. Il faut vraiment que les acheteurs se libèrent en fait et usent des libertés que la réglementation nous offre. On peut désormais négocier, ça veut dire qu'on peut interagir avec les entreprises, on peut faire du sourcing, ça veut dire qu'on a le droit de vous parler avant de lancer les marchés, qu'on a le droit d'alimenter nos cahiers des charges grâce à vos compétences. Donc tout ça doit s'organiser. Il existe des typologies de procédures de passation qui s'adressent typiquement à l'innovation. Je pense notamment au partenariat d'innovation, au dialogue compétitif. Mais ce sont des procédures en fait assez longues et en fait notre temporalité est rarement la vôtre en fait sur des projets comme cela. Et puis lorsque l'on veut expérimenter, on n'a pas besoin de s'embarquer dans des procédures trop compliquées. Si on expérimente, ça veut dire qu'à un moment donné, on est sur des montants relativement bas, donc on peut passer en dessous les seuils. Bon, c'est pas forcément toujours évident. Il existe des moyens pour avancer. Ce qu'on essaye de faire en Bretagne aussi, ça rejoint la question de la donnée, c'est qu'on veut absolument rendre lisible et visible la commande publique au travers l'ouverture des données essentielles de la commande publique. Et je parlais du service public as a platform. On veut organiser la commande publique comme une plateforme en mettant en place un espace numérique de sourcing qui crée cette interaction entre les acheteurs, les opérateurs, pour faire se rapprocher l'offre et la demande, le Airbnb de la commande publique ou le Facebook de la commande publique, et également proposer un observatoire régional qui finalement permette aux entreprises d'appréhender mieux nos besoins, le potentiel économique de la commande publique. En fait, je pense que c'est pas tant les leviers juridiques qui vont changer les choses, c'est la manière dont on se comporte et la liberté aussi qu'on s'offre dans notre relation aux autres. Voilà, il n'y a pas tellement de solutions miracles. Mais il en existe de plus en plus quand même, que ce soit dans les pratiques d'expression de besoins ouvertes, ou que ce soit dans le recours à des marchés à procédures simplifiées, ou également les partenariats R&D, les partenariats d'innovation. Céline restera peut-être un petit peu avec nous à l'issue de ce débat. N'hésitez pas à aller la voir si vous êtes une start-up, une PME, et si vous voulez avoir toutes les informations pour échanger avec les acheteurs publics. Il y avait deux autres questions, témoignages, monsieur puis monsieur. Bonjour, moi je suis Grégory Baril de la startup PowerShop, Marseillais, pour le coup, merci de m'inviter ici. J'ai une question par rapport, pour rebondir sur ce que disait Monsieur Le Gall. Pour nous, en tant que startup, que ce soit Facebook ou Airbnb, ils ont grandi grâce à l'amélioration continue et donc à la collecte des données qui ont permis justement d'améliorer l'expérience utilisateur permanente. Aujourd'hui, nous, ce dont on se rend compte en travaillant avec les collectivités territoriales et tout ça, c'est que même si vous avez accès une fois à la donnée, déjà les données ne sont pas forcément très fiables. L'INSEE a un certain décalage, les procédures de collecte de la donnée sont totalement différentes de celles d'une collecte d'une application. Et je voulais savoir justement, est-ce qu'il y avait des réflexions autour de ça pour les collectivités territoriales pour récupérer la donnée de manière beaucoup plus fluide et dans un souci d'amélioration continue. Merci pour votre question sur la collecte des données. Je vais prendre aussi votre question, comme ça on va essayer de répondre. Bonjour, je suis Lucas Gaillard de la startup Mantic Data.
Depuis tout à l'heure, je vous entends beaucoup parler de tout ce qui va être utilisation de la donnée, usage de la donnée, typiquement pour améliorer la circulation, comment on se sert des places de parking. On parle très peu de la façon dont on va structurer la donnée en amont. Et c'est en fait ça, moi je suis data scientist de formation, c'est ça qui prend du temps. Et en fait, une fois qu'on a structuré la donnée sur une seule chose, sur un seul vertical, qu'on a une base de données, un data lake, toutes les applications découlent de manière très très simple. Typiquement, nous on travaille avec des collectivités en région parisienne et on arrive à structurer à peu près automatiquement les données qui sont des données ressources ou des données emploi. Et en fait, à partir d'une base de données, on va réussir à faire de la business intelligence ou de l'open data, mais aussi de l'intelligence artificielle. Et une fois qu'on a cette base de données, ça prend vraiment pas de temps. Et je me demande s'il y a une réflexion qui est menée et à quel niveau elle est menée sur un schéma type de base de données, en gros, qui servirait à faire tous ces usages d'un coup. Finalement, les deux questions allaient un peu ensemble, un sujet de la collecte, mais aussi de la structuration en amont de cette donnée pour qu'elle soit la plus propre possible pour être exploitée dans un deuxième temps. Oui, je peux apporter un début de réponse. Effectivement, nous, on s'est beaucoup intéressé à la qualité des données et à leur normalisation. Et en faisant ce travail-là, on s'est aperçu qu'il fallait non pas s'attacher uniquement aux données qui étaient publiées, mais remonter dans la chaîne de production, remonter dans les outils d'export, des outils de conversion. Donc aujourd'hui, on travaille d'une part avec les éditeurs pour essayer de demander aux éditeurs qui travaillent sur les logiciels métiers des collectivités. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une vingtaine en France de grands éditeurs. On discute avec eux pour que justement ces éditeurs intègrent des modules Open Data dans leur logiciel, normalisés d'un point de vue national. Donc on a ce travail-là à destination des éditeurs. D'autre part, certaines collectivités, des conseils régionaux, des départements, des métropoles, proposent parfois aux collectivités qui sont dans leur périmètre géographique des outils de production de données, parce que parfois leurs outils sont insuffisants, ne sont pas assez normalisés. Et une fois que ces collectivités ont des outils améliorés, la production des données de data est naturelle, elle est facile, elle est normalisée. Justement, il faut remonter dans les chaînes applicatives de ces éditeurs-là, de ces collectivités. Céline, un dernier mot. Monsieur Courtois. Juste peut-être pour dire que la métropole du Grand Paris est en train de lancer, dans le cadre de son schéma, un groupe de travail sur cette question de collecte et d'harmonisation des données. Donc, on est preneur de tous les acteurs, notamment privés, qui veulent bien participer justement pour qu'on arrive à finalement avoir un langage commun sur tous ces sujets. Pardon, excusez-moi, madame. Céline ? Sur le sujet de la commande publique et des données essentielles de la commande publique, pour le coup, en fait, les choses ont été prises dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'un format pivot de données a été défini. Il a été adossé à l'arrêté en fait, qui nous oblige à publier nos données de marché public 2 mois après l'attribution du marché. Et du coup, le Conseil régional de Bretagne, et donc ma direction, on est pilote avec la Direction générale des finances publiques sur la préfiguration de la collecte automatisée de ces données essentielles qui vont remonter sur Etalab et qui vont également alimenter l'Observatoire économique de l'achat public. Donc on est sur un format pivot de données, un standard. On pourrait s'en inspirer sur pas mal de données, de subventions, des données publiques assez classiques. C'est essentiel. Et on lance également à la région un programme sur la gouvernance de la donnée. Et on va réfléchir aussi à l'urbanisation de notre système d'information, justement pour faciliter les échanges synchrones et la mise à jour de ces données pour faciliter leur utilisation. Merci beaucoup Céline. On arrive bientôt à la fin de ce débat dynamique. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'ai envie d'interroger Luc Belot un peu en conclusion et en prise de recul par rapport aux enjeux justement autour de la donnée. On a parlé de souveraineté, on a parlé de gouvernance, on a parlé de coopération à l'échelle territoriale. On est en 2018. Est-ce qu'on a le temps encore ou est-ce qu'il y a urgence ? Il y a plus qu'urgence. Il y a plus qu'urgence parce qu'on le voit bien aujourd'hui, les usages sont dans la poche des habitants, sont dans la poche des citoyens. La réalité du monde numérique, c'est dans votre smartphone. Vous l'avez aujourd'hui dans tout ce qui est vos politiques de déplacement, vos politiques de paiement, de commandes sur des plateformes comme Amazon, d'informations sur les réseaux sociaux. Les usages sont là. À un moment donné, soit les territoires décident de s'emparer des enjeux
et de construire des politiques publiques, soit à un moment, tout sera opéré. Typiquement, l'exemple que j'évoquais tout à l'heure avec ces trucs qu'on veut pacifier, qu'on a voulu organiser comme étant une rue calme parce qu'il y avait des structures, l'acteur numérique depuis la Silicon Valley en Californie n'en a rien à faire que ce soit une rue calme. Lui, sa promesse à l'usager, c'est de vous faire aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Mais c'est pareil pour les enjeux de mobilité. Aujourd'hui, c'est vrai, des applications de VTC, de Uber et autres, mais demain, ce sera le cas avec des véhicules autonomes. Si vous avez des véhicules autonomes qui viennent vous chercher chez vous et qui vous déposent devant la porte du lieu où vous voulez aller, à un moment donné, il n'y aura plus d'enjeux de service public. Mais du coup, c'est plus les territoires, leurs élus, les agents qui décideront des politiques publiques. Et à un moment donné, si les bus sont vides, il n'y a plus de lignes de transport en commun. Et à un moment donné, eh bien, ce sont les véhicules autonomes. Et si la société décide qu'elle ne dessert plus telle commune, qu'elle ne dessert plus tel quartier ou telle rue pour X raisons, il n'y a plus de desserte, il n'y a plus d'aménagement du territoire. Et donc c'est maintenant qu'il faut saisir ces enjeux. C'est essentiel de pouvoir le faire, et il faut le faire à la bonne strate. On voit bien qu'à l'échelle de la commune, on bute toujours sur les enjeux, sur la réalité des enjeux, de l'équilibre et de l'organisation, de la structuration des territoires. Et c'est là que la métropole prend tout son sens. Et je ne le dis pas parce que je suis aujourd'hui invité à parler de ces questions-là par la métropole, je l'ai écrit il y a 1 an dans mon rapport. La bonne strate, c'est celle de l'intercommunalité, qui permet aujourd'hui d'accompagner des stratégies, d'assurer des coordinations, de l'interopérabilité. Et puis derrière, c'est cette question de gouvernance. Comment les territoires gouvernent ces politiques publiques. C'est essentiel que cette gouvernance, elle soit au plus haut niveau. Ne la confiez pas à une petite cellule dite Smart City, dite innovation ou je ne sais quoi. Eux, ils avanceront très vite, mais ils avanceront tout seuls. Il faut vraiment sortir aujourd'hui tous ces enjeux d'intelligence et les mettre au plus haut niveau de responsabilité. Ce sont les élus, ce sont les directions générales qui permettront d'assurer que ça aujourd'hui opère sur l'ensemble des strates. Cette couche de transversalité, elle n'existera que s'il y a une gouvernance au plus haut niveau. Et si vous avez votre structure de gouvernance qui se pose ces enjeux-là, vous pouvez répondre à une question essentielle, qui est la question de la souveraineté. S'assurer qu'à un moment donné, le territoire fait les bons choix. Quand on a déjà cette culture-là et qu'on le fait depuis longtemps, comme Eric a ici, vous posez peut-être les bonnes questions. Mais dans plein de territoires, ces questions-là ne sont pas posées. Quand vous avez un partenariat avec Waze qui est signé à Versailles ou à Lille, je peux vous garantir que Waze prend toutes les données du territoire et met toutes ses équipes de data scientists dessus et que eux, ils en produisent de la richesse, parce qu'ils revendent de l'information. Mais vous, ce que vous récupérez de Waze, y compris mis sur une plateforme française d'open data, mais il n'y a pas un seul agent dans vos services qui est capable d'utiliser cette base de données. Elle est énorme, on n'a pas les moyens de recruter des data scientists. Là, je suis désolé, mais vous coûtez très très cher, bien plus cher qu'un DGS dans une collectivité. Alors j'espère qu'il y aura de plus en plus de data scientists et que vous coûterez un peu moins cher et qu'on pourra en embaucher quelques-uns. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et donc si on veut se poser ces bonnes questions, gouvernance, souveraineté, et là on pourra traiter un sujet essentiel qui a été évoqué tout à l'heure, qui est celui de l'inclusion. Comment à un moment on accompagne nos citoyens, parce qu'on les met toujours au cœur des politiques publiques, on les met au cœur des PowerPoint pour parler des villes intelligentes, mais bien souvent à la fin on n'a parlé que de technologie et de data. La finalité c'est l'usager, la finalité c'est l'habitant, c'est à lui qu'on promet un meilleur cadre de vie, de pouvoir bien vivre dans son territoire, et c'est le sens même de ces politiques publiques. C'est pas l'intérêt d'un Waze ou d'un Google, lui son intérêt c'est de rendre un service. L'intérêt général, c'est forcément la collectivité qui l'assure. Donc voilà, gouvernance, souveraineté, inclusion, on a là 3 principes directeurs qui doivent guider les axes stratégiques et qui doivent irriguer. Moi je fais confiance au territoire, au sens large. Quand ils sont structurés, je crois que l'échelle intercommunale, la manière de travailler ensemble pousse et donne du sens à l'échelle d'un territoire, d'un bassin de vie. Et c'est là qu'on arrive à aller plus vite et plus loin. Après, il faut des gens en local, il faut des maires, il faut des agents dans les communes pour opérer et faire vivre ces services-là. Mais la structuration, l'organisation, c'est si on veut aller vite, et si on veut aller au moins à la même vitesse que ces grands opérateurs internationaux. On parle toujours des GAFA aujourd'hui parce qu'on parle des Américains, mais demain ce sera les Bachi. Voilà, ce sera Baidu, Tencent, Xiaomi, Huawei, Alibaba, qui seront les opérateurs chinois qui viendront opérer tous ces services-là en concurrence avec les opérateurs américains. Et à un moment, le risque, c'est que l'intérêt général, notre vie commune, elle perd tout son sens. Donc oui, pour répondre à la question, il y a urgence. Il n'est pas trop tard,
Mais c'est vraiment maintenant, si vous leur posez la question dans 1 an et qu'on n'a pas bougé, je pense que là, pour le coup, il sera trop tard. Rendez-vous est pris, l'appel est lancé, je pense que le message est reçu. Merci beaucoup, merci à chacun d'entre vous, merci à nos 4 intervenants pour ce débat de qualité. Merci à chacun d'entre vous. Je crois que vous restez un petit peu, donc n'hésitez pas à aller les voir. On va rentrer dans une autre séquence, parce que maintenant on va travailler, on va essayer de concrétiser ces orientations. Donc comment ça va se passer sur l'heure, la grosse heure qui va arriver. La deuxième partie de la salle est organisée autour de différents espaces, des espaces ateliers, un espace de rencontre, un village de start-up et un espace de rencontre avec les équipes de la métropole.